La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver ce soir, encore une fois, au Café des Copains pour un autre Café Philo, autour toujours d'une nouvelle thématique qui a beaucoup d'intérêt, tout au moins à nos yeux, et qui parle aussi d'une expérience commune. Comme vous savez, Café Philo est une aventure qui fait fond sur le débat, qui fait fond sur la rencontre et qui mobilise hebdomadairement du monde pour pouvoir justifier son existence. Comme nous sommes très intéressés à garder en vie ce format que nous appelons donc le format de Café Philo, je vous invite pour commencer à vous mettre debout pour entonner ensemble l'hymne national d'Haïti, la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos points de terre, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la Marguerite, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Jamais l'un sans l'autre, jamais donc l'hymne national sans la chanson fétiche de Café Philo, Hasta siempre el comandante Che Guevara, dans la version de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Chers amis, chers publics et surtout chers téléspectateurs de la RTVC, vous qui regardez en ce moment Café Philo, je m'adresse à vous en attirant votre attention sur le fait qu'il n'est jamais de cesse de rappeler que l'audiovisuel en Haïti, et notamment à Café Philo, occupe une place primordiale. Quand nous parlons de littérature, de philosophie, quand nous parlons de culture, d'histoire, nous avons toujours tendance à oublier ce que Deleuze appellerait, ainsi que Guattari, les personnages conceptuels, les personnages littéraires, les gens qui sont à l'origine de ces fondements constitutifs de notre être. En ce sens, Café Philo accorde une place importante à l'audiovisuel dans la mesure où l'audiovisuel accompagne ce que l'on va appeler l'aventure intellectuelle. Ce soir, puisqu'il s'agit de trouver un prétexte pour que le Café Philo soit possible, sinon nous risquerions d'être malheureux, tristes, nous avons donc trouvé un très bon prétexte qui est de faire parler quelqu'un autour de quelque chose que l'on va appeler un livre paru l'année dernière, précisément en janvier 2017, et qui donc s'appelle Rapatrié. Il s'agit à proprement parler d'un roman qui a eu des prix, et c'est pour cela que ce soir, avant de passer la parole à celui qui en serait l'instigateur, celui qui serait à l'origine de tout cela, je me plais donc à vous inviter à visionner un extrait d'une interview qu'il a donnée à une émission, d'une chaîne de télévision française. Suivez avec attention et nous vous revenons pour la suite. Merci à l'équipe conjointe au niveau de la technique de Café Philo et de RTVC de nous avoir permis de visionner cet extrait d'une interview que l'auteur que nous invitons ce soir à Café Philo a donné au sujet de son livre Rapatrié, je le rappelle, roman paru en janvier 2017
chez Seuil. Ce soir, nous avons avec nous le plaisir de recevoir Néhémie Pierre Dahomey, écrivain, philosophe de formation, quelqu'un qui est assez actif dans les milieux de la culture, à la fois en Haïti et en France notamment, où il poursuit parallèlement ses études de doctorat en philosophie, simplement parce qu'il a fait un livre qui s'appelle « Rapatrié ». Néhémie est avec nous ce soir parce qu'on a su trouver un prétexte pour remettre sur la table un vieux débat autour du fait de savoir dans quelle mesure l'écriture conduit inexorablement ou heureusement l'écrivain à se révéler, à se dire, à faire savoir ce qu'il est ou ce qu'il voudrait qu'on croit qu'il est. Et pourquoi ne pas le dire aussi, puisqu'on pose la question sous cet angle-là, saisir un des enjeux primordiaux sur lequel débouche cette manière de voir, son statut. À partir du moment où l'acte d'écrire, l'écriture littéraire à proprement parler, serait un artifice qui permet à l'écrivain de se révéler, il faut bien que l'on se demande à qui automatiquement on a affaire. Ne serait-ce que par a posteriori, c'est-à-dire en se demandant que devient l'écrivain à ce moment précis. Pour en parler, justement, nous avons le plaisir de recevoir Néhémie Pierre Dahomey. Je suis content de pouvoir accompagner Néhémie dans cette discussion que nous allons avoir autour de cette thématique, parce que je crois, et c'est l'occasion pour moi de partager cela avec vous, que Néhémie et moi, en tant que nous sommes des philosophes de formation, nous réfléchissons assez souvent sur ce que peut être la littérature, sur les possibles fonctions de la littérature, évidemment en nous inspirant des travaux qui sont faits dans ce domaine. Je pense par exemple à un travail magnifique de Pierre Macheret qui s'appelle « À quoi pense la littérature ?», où il fait se discuter ces deux manières de voir sans que l'une se retrouve dans la nécessité de subsumer l'autre, pour reprendre le vocabulaire kantien, ou celui de Philippe Sabot, qui essaie de voir les enjeux qui sont en présence dès que la littérature et la philosophie sont donc mises en contact. Ce soir, Néhémie, je veux bien discuter de tout cela avec toi, dans la mesure où je pense que, comme le dit admirablement Artaud, dans Le démon de la théorie, l'intérêt du travail sur la littérature, l'intérêt de réfléchir sur la littérature consiste sur le fait qu'il bouscule les préjugés du sens commun, pour reprendre son mot. Les préjugés qui consistent par exemple à croire qu'il y a un dialogue établi entre l'auteur et le lecteur, le préjugé également qui consiste à croire que dans une œuvre littéraire, il est question d'une histoire, d'un récit, que dans une œuvre littéraire à proprement parler, il est donc question d'un personnage. Comment, à ton avis, à partir de ces prétextes-là, à partir du basculement de ces préjugés, autant que tu te retrouves dans la lecture d'Artaud, on pourrait, à la limite, envisager une lecture possible de Rapatrié, ce roman qui est paru, comme je viens de le dire tout à l'heure, en 2017 chez Seuil. Merci Ralph. Bonsoir à tous, à toutes. C'est vraiment un plaisir pour moi parce qu'effectivement, c'est l'aboutissement de quelque chose ou un nouveau début, de quelque chose qui se passe depuis un certain temps entre d'autres amis et nous, Ralph, et entre toi et moi, parce que depuis l'école normale supérieure, où on a fait nos études à peu près au même moment, notre premier cycle de philosophie, il y a toujours des débats entre nous, mais qui ont, il me semble, des socles communs. J'espère que pendant les 30 minutes qu'on aura échangé devant le public, on pourra toucher, ne serait-ce qu'un peu, à tous ces socles communs qui sont dans les débats entre nous. Je relève d'abord une distance entre le fait d'écrire et le statut d'écrivain. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui écrivent, y compris qui écrivent de belles œuvres littéraires, qui ne sont pas et qui ne deviendront pas écrivains. Soit parce qu'ils ne le désirent pas, tout simplement, soit parce que la rencontre ne se fera pas entre ces personnes-là et les différentes contingences qui font de quelqu'un un écrivain. Parmi ces contingences, il y a évidemment la contingence éditoriale, il y a la contingence critique, enfin, toutes ces contingences qui font partie de ce qu'on pourrait appeler un circuit de légitimation. C'est-à-dire qu'il y a énormément de bons lecteurs, de belles plumes qui ne rencontreront pas ce travail d'écrivain, de telle sorte que
il y a de quoi se demander, est-ce que la vie d'écrivain peut être, comment dire, indépendante de cette légitimation-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait l'écrivain indépendamment de la légitimation qu'on lui accorde, en quelque sorte, puisqu'il n'est pas seul acteur, loin s'en faut, de cette affaire-là? Maintenant, pour revenir à ta question, il me semble que tu voulais parler de Compagnon, d'Antoine Compagnon. De préférence. De préférence, et le démon de la théorie. C'est-à-dire, j'entends bien cette impossibilité qu'il mentionne dans le texte du personnage et de dialogue avec le lecteur, mais je suis tout à fait dans la perspective inverse. Hein. C'est l'une des différences entre toi et moi d'ailleurs. Je pense écrire, et j'ai découvert la formule seulement cet après-midi à la bibliothèque Catherine Dunham à Martissan. Je pense écrire pour participer à une communauté d'empathie. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un dialogue entre l'auteur et le lecteur. C'est-à-dire, j'écris par désir de partager la description que je fais d'un certain nombre de sentiments, d'un certain nombre de situations, d'un certain nombre d'émotions et d'un certain nombre de personnages. C'est-à-dire que je ne pense pas être du tout seul dans l'acte de création écrite. Évidemment, je ne tiens pas du tout, et je ne le fais pas, à écrire sous le contrôle de tout lecteur ou de toute personne ayant lu ce que j'aurais déjà fait. Mais j'aurais été malhonnête de dire que je n'écris pas sous le contrôle d'au moins un lecteur, plutôt exigeant, mais toujours là, à savoir moi-même. Je pense que j'écris sous mon propre contrôle comme lecteur et le lecteur qui aime un certain nombre d'autres livres. C'est-à-dire, j'écris sous le contrôle du lecteur qui aime Gabriel Garcia Marquez, qui aime José Saramago comme écrivain, mais qui a aimé pléthore de livres, qui aime Jacques-Stéphane Alexis et qui en philosophie a été très nietzschéen, Ralph, comme tu le sais très bien. J'écris sous le contrôle de ce lecteur-là. Donc, différemment de cette perspective, à savoir qu'il y aurait, j'ai envie de dire, un lieu individuel, isolé, presque seul de la création, je pense que non, il s'agit de partage. En ce sens, Rapatrié, qui raconte l'histoire, entre autres, de Belliqueuse Lucin et de ses deux enfants, Bélial et Marline, enfin Bélial, Marline et Luciole, et même Fedner, même si Fedner apparaît un peu moins dans le roman, est aussi un acte qui invite, et c'est une invitation consciente, le lecteur à sympathiser à des situations imaginaire. Je suis vraiment dans le dialogue, je tiens à penser que je puisse transmettre quelque chose au lecteur. Merci de faire ce long développement et en mettant évidemment dans le cadre de la question le roman Rapatrié avec quelques-uns des personnages dont tu viens de faire mention. J'imagine qu'il y a là une aporie, Néhémie, qu'on débouche finalement sur une impasse aporétique dans la mesure où s'il faut supposer, s'il faut même présupposer l'existence d'une autre entité, d'un autre sujet avec qui on va partager ce que l'on propose comme écriture, mais surtout comme acte de création, à ce moment-là, l'acte de création ne s'en trouve-t-il pas dès l'abord limité? Est-ce que, même si on aura lu tous les livres ou écrit un livre à son tour, est-ce qu'il faut nécessairement présupposer l'existence d'un lecteur qui est là comme un juge ou qui est là comme un ami, qui est là comme quelqu'un qui a besoin de rencontre et qui va contribuer à donner à la limite du sens? Parce que dans la rencontre, dans le partage, il y a quelque chose que l'on va appeler, dans le sens phénoménologique du terme, une sorte de dévoilement. Comment entrevois-tu donc l'identité, la perspective de la subjectivité de ce lecteur auquel tu te réfères, ne serait-ce que sous un mode imaginaire? Alors, je ne dirais pas un acte de création limité, je dirais plutôt modifié, mais constamment. C'est-à-dire, il y en a besoin de l'isolement de la création. Et voilà pourquoi, en choisissant comme thème écrire et se révéler, il est clair qu'on est dans un processus aussi individuel, peut-être même d'abord individuel, de révélation de soi, en tout cas de découverte de soi, à travers ce qu'on peut donner, décrire, comme émotion, situation, sentiment, enfin, en fonction de quel lieu on apprivoise la littérature. Mais cette modification permanente de l'acte d'écrire, qui n'est pas une limitation, elle est quasiment nécessaire. Je veux dire,
en ce sens, plutôt global, toute littérature devient œuvre commune. Et voilà pourquoi on peut très décemment, sans exagération ni même sans caricature, penser ce qui constitue la littérature d'un lieu, peut-être moins, mais surtout d'une époque. C'est-à-dire on peut essayer de caractériser ce qui fait la littérature d'une époque, ce qui fait la littérature d'une catégorie d'auteurs. C'est-à-dire, le paradoxe existe vraiment que tu essaies de souligner. Il y a sans cesse un va-et-vient entre la nécessité de solitude et l'implication des lecteurs, mais surtout du lecteur qu'est l'auteur lui-même. Mais on doit rester sur ce fil ténu. Il me semble qu'on aurait été très prétentieux, auteur, de dire que le fil n'existe pas et tout ce qui existe, c'est la solitude de la création. Il y va de la création en ce sens comme pour la pensée, y compris philosophique. Je crois qu'on ne pense pas dans une apesanteur de tout ce qui a été dit avant et de tout ce qui se dira après, et que la pensée est affaire de maillage, et que chacun, on apporte un nœud dans une pensée collective qui se défait ou qui se fait même malgré soi. De telle sorte que la pensée peut être décelée en littérature, comme en philosophie, comme en sociologie, ou comme en d'autres phénomènes collectifs, comme, je ne sais pas moi, la religion, etc. Donc, pour répondre très directement, ou pas d'ailleurs, je reste convaincu, et c'est comme ça que je vis l'acte de création, c'est ce que j'ai vécu en écrivant Rapatrié, peut-être plus d'ailleurs en écrivant là le deuxième roman sur lequel je travaille, qu'il y a un va-et-vient possible avec le lecteur et qu'on ne peut pas en faire fi. Je vois, enfin, à mon avis, il y a toujours un problème qui n'est pas résolu dans cette opération, c'est de présupposer, encore une fois, que le lecteur existe et avec lui, on va fonder, on va faire œuvre qui vaille. On va avoir, au bout du compte, au bout de l'opération, de lire le texte, de la lecture par le lecteur, quelque chose que l'on va appeler un fond commun pour l'humanité, quelque chose qui va faire qu'au final, on aura eu une littérature, par exemple, sur les mines, une littérature sur les séismes, ce qui nous renvoie à un autre préjugé, à un autre lieu commun que Combat et compagnon dans son livre Le démon de la théorie. Comment présupposer, parce qu'il me semble, Néhémie, pour faire vite, mais pour être surtout incisif, que quand un auteur est lu comme par un lecteur, comme il aurait souhaité qu'il soit lu et qu'il se lise comme il a écrit, je pense qu'à ce moment, le lecteur n'existe plus comme lecteur dans le sens de l'altérité. Il devient quelque part l'auteur, ou il devient quelque chose, ou une identité qui se confond avec l'auteur. À ce moment-là, comment envisager une communauté de valeurs qui passe par exemple par la lecture du livre que l'auteur aurait écrit? Alors, je ne dis pas communauté de valeurs, j'ai parlé de communauté d'empathie, et ce qui me permet de faire un bond vers le rôle, la place, il me semble, de l'écrivain qui n'est pas dans la responsabilité sociale et politique, longtemps décrit, par exemple, par Sartre, et repris beaucoup en Haïti, notamment par Lionel Trouillot, par Fabien Charles, avec qui j'ai eu un débat sur Radio Vision 2000 à ce propos. Il me semble qu'il y a une responsabilité possible, effectivement, pour l'écrivain, et que cette responsabilité se situe dans le fait de proposer œuvre complexe, c'est-à-dire de ne pas se contenter de l'entertainment, de l'amusement du lecteur. Tu vois, en ce sens, je suis pas dans une prise en considération des opinions variées des lecteurs. Je persiste à dire qu'il s'agit d'abord du lecteur que je suis. Donc, cette responsabilité de l'écrivain de faire œuvre complexe, d'aller au profond et au paradoxe des sentiments et des situations, que je définis comme la responsabilité de l'écrivain, c'est la principale garantie de faire œuvre, commune. De traiter de l'empathie. Pour une raison bien simple. Personnellement, je ne réponds que de mon point de vue, je ne suis pas scriptophile. C'est-à-dire, je n'éprouve pas de plaisir particulier par le fait d'écrire. C'est-à-dire, le fait de derrière l'ordinateur et de taper, etc. Il y a beaucoup d'auteurs qui le sont. Et j'essaie plutôt de décrire, de travailler avec les émotions, les sentiments, les situations, et pour pouvoir,
donner, révéler quelque chose d'autre qui va un peu plus loin que moi. C'est un peu plus loin que moi, c'est le lieu où le lecteur se manifeste, même si je n'anticipe pas du tout la façon dont le lecteur va se manifester. Prenons un exemple dans Rapatrié. Au début du roman, il y a une scène fort difficile, assez survoltante, où Belliqueuse Louis-Saint jette Nathan à la mer au détour d'un voyage où elle essaie de se rendre aux États-Unis. Il prend qu'en note, et puis l'homme est à mauvais, il jette Timoun dans de l'eau. J'ai eu toutes les interprétations possibles et imaginables de cette scène, y compris dans le roman, il y a beaucoup d'interprétations différentes. Belliqueuse lui-même, qui a vécu la situation, propose des interprétations et vit la scène comme étant très onirique et n'est pas du tout sûr d'avoir vécu ce qu'elle a vécu. Donc, c'est tout simplement pour te dire que, ayant posé cette scène là où elle est, le narrateur, non plus moi l'auteur, n'anticipe pas les réactions de chacun, mais anticipe que chacun devrait avoir une réaction. Parce que tout simplement, la littérature a pour ce rôle de nous désolidariser de nos conditions sociales, économiques et culturelles. Ce que j'appelle désolidariser de nos conditions sociales, économiques et culturelles, c'est que tout pauvre qu'on est, écrivant une histoire ou qui raconte l'histoire des pauvres, n'importe quel riche de n'importe où peut lire et se sentir concerné humainement. Tout riche qu'on est, écrivant une histoire de riche, n'importe quel riche de n'importe où peut lire et se sentir concerné humainement. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite une communauté d'empathie qui existe dans le fait narratif, pas que la littérature dans ce cas-là, même les films. C'est-à-dire, on regarde tout le temps des films qui ne nous concernent pas directement, mais on vibre quand même avec la douleur des personnages, avec leur joie. On rit quand ils rient, on pleure quand ils pleurent. Et c'est ça que j'appelle la communauté d'empathie, dont il ressort du devoir de l'écrivain de travailler, de créer de manière le plus subtile possible. En fait, moi, j'ai lu quelques commentaires, quelques textes écrits sur Rapatrié, sur Internet précisément, et à chaque fois, il y a un référentiel, comme un leitmotiv qui revient. Il s'agit de mettre toujours en plan l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Belliqueuse. J'y vois là deux problèmes personnellement. Comment peut-on raconter une histoire dans un livre littéraire, si tant est qu'il existe un livre littéraire? Et secondo, Néhémie, comment peut-on croire qu'il s'agit de quelque chose autour de la vie d'un personnage, d'un individu que l'on appellerait Belliqueuse? J'espère que pour autant que tu as l'habitude de discuter avec moi, je suis en train de jeter à la mer, à ma façon, tout ce que j'appelle les préjugés qui constituent des horizons d'attente par lesquels la littérature nous serait donnée à voir, se dévoilerait à nous. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que ces recensements, ces lectures, ces commentaires, ces textes qui existent sur Rapatrié, qui reprennent à tout bout de champ ce référentiel, qu'il se passe quelque chose dans ce roman, que ce roman raconte au final l'histoire de Belliqueuse, ce qui n'est pas du tout mon cas. Qu'est-ce qui fait qu'à ton avis, ça pourrait se passer autrement, qu'il ne s'agirait pas tant d'un récit, de narrateur, de personnage, d'un livre qui expliquerait, qui rendrait compte de quelque chose, qu'à la limite d'une métaphore. Vive si tu veux, mais métaphore. Oui, il se trouve effectivement que la critique étant ce qu'elle est, il y a un biais par lequel, en général, les lecteurs professionnels, donc les critiques littéraires, rentrent par le roman, puisqu'il s'agit de cela, c'est par le biais thématique. C'est-à-dire, quand on écrit un roman, il me semble, hein, je l'ai vu faire tellement de fois que je finis par y croire, les premières questions seront sur quoi se porte le roman, sur qui et pourquoi. C'est-à-dire, le biais thématique, c'est un roman sur l'immigration, sur la difficulté à voyager. Enfin, c'est toujours un roman sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ce n'est jamais un roman, au premier abord, qui fait quelque chose d'une certaine manière. C'est rarement la question du pourquoi et la question du qu'est-ce que ce roman fait, quel sentiment, etc. Et mettant en relation du coup avec d'autres auteurs. Enfin, le premier réflexe, c'est d'isoler des thèmes. Effectivement, cette difficulté existe pour en parler et je te concède volontiers que moi-même, je ne pensais pas qu'il s'agissait d'un roman sur Belliqueuse Louis-Saint. Honnêtement, avec toutes mes bonnes intentions, je pensais que le personnage principal, en tout cas le plus important, peut-être pas en volume, mais je pensais que le personnage le plus important était Bélial.
j'ai compris le fonctionnement, pourquoi tout le monde est amené à dire qu'il s'agit de belliqueuse. C'est-à-dire, je vois le geste critique qui a conduit vers cela, au point que j'ai tendance à reprendre moi-même cette façon de dire. Mais il est vrai que l'acte narratif a tellement de biais, lâche tellement de signaux qu'il ne devrait pas y avoir une telle évidence à considérer qu'il s'agit là d'un roman sur Belliqueuse de Lucien d'abord et sur les autres personnages ensuite. D'autant plus que ce que j'aime par-dessus tout, c'est la densité et l'amplitude de la narration. J'aime bien quand il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans une même histoire, etc. Donc, la difficulté à raconter est là, mais il faut toujours se mettre à l'esprit, Ralph, qu'il s'agit de deux activités différentes, entre lire et écrire un livre, et puis en parler. C'est-à-dire là, on est en train de faire quelque chose, toi et moi, qu'on a l'habitude de faire. Ce quelque chose concerne en fait à peine rapatrié, qui dans ce sens est un prétexte. En tout cas, c'est le cas ici présent ce soir à Café Philo, où rapatrié est le plus un prétexte du monde. C'est vraiment un prétexte parce que j'ai travaillé avec toi dans Café Philo pendant des années. C'est vraiment un prétexte parce qu'on a de vraies différences théoriques et que on fait vraiment autre chose. C'est-à-dire, le fait de rapatrier existe entre les gens qui sont là et qui vont le lire à la maison, les gens qui sont derrière leur écran qui vont chercher à avoir le roman, et la littérature du roman va commencer quand ils vont l'ouvrir. Tout ce qu'on fait là, c'est du para-rapatrié, c'est de la para-littérature qui a d'autres règles. Évidemment, évidemment, et je pense que dans une assez large mesure, la paralittérature constitue un moment crucial de la création, de la constitution d'une œuvre littéraire, si l'on considère que l'œuvre littéraire, parce qu'elle est lue, parce qu'elle est saisie, n'est jamais totalement finie. Parce que à chaque fois, enfin, j'ai des problèmes avec cette catégorie, celle du lecteur. À chaque fois, sinon, par accommodement, le lecteur, qui est toujours un lecteur différent d'un autre, il découvre quelque chose. Et à chaque fois, ce même lecteur, qui est à la fois le même et l'autre, découvre quelque chose qu'il ne voyait pas, qu'il ne saisissait pas au regard. Et puisque nous parlons du fait que l'écrivain risque de se révéler quand il écrit, dans quelle mesure, à ton avis, Rapatrié serait un roman dans lequel tu te révèles? Par exemple, sans vouloir verser dans le biographisme littéraire, j'ai tendance, parce que je suis ton ami, et j'imagine que c'est le cas pour nombre de tes amis également, du cercle des petits camarades, je veux parler de Samy, Fredo et de tant d'autres, j'ai donc tendance à voir dans ce roman des imaginaires qui nous concernent, des imaginaires qui ont rapport avec ce que nous avons vécu, soit à l'école normale, dans la logique du groupe, soit dans ton cas qui, pendant quelque temps, habitait à Cité-Soleil, soit encore une fois, dans notre cas, comme groupe, qui s'amusait à discuter très tard de littérature, entouré de gens qui étaient à la fois étudiants en philosophie et en droit. Je pense précisément aux deux maîtres qui se querellent à un moment donné, qui s'entendent par moment, qui vont faire intervenir leurs compétences, qui font des joutes oratoires pour décider du sort d'un enfant, comment résoudre un problème foncier, etc. Dans ce sens-là, mon horizon d'attente risque assez souvent de m'obliger à voir dans quelle mesure il s'agirait de Fredo dans la posture d'un philosophe, ou dans quelle mesure il s'agirait de Samy dans la posture de quelqu'un qui est pratique, qui est menuisier, ébéniste, dans quelle mesure il s'agirait de Ralph comme quelqu'un qui serait conflictuel. En d'autres termes, pour reprendre tous ces objets et les faire tenir dans un seul mot, à ton avis, de quelle mesure ce roman te révèle-t-il à un certain lecteur et parle peut-être même mieux de toi que tu n'aurais souhaité le faire, notamment par exemple sur quelque chose qui s'appellerait, entre guillemets, l'humanitaire? Oui, la réponse sera affirmative. De la mesure où la remarque est vraie, on écrit avec ce qu'on est, on écrit avec soi-même, son histoire personnelle. Même si le roman n'est pas du tout autobiographique, effectivement, il se trouve, surtout dans un premier roman d'ailleurs, il me semble qu'on a plus tendance à parler, peut-être pour se rassurer, de ce que l'on connaît pertinemment. J'ai vécu dans des quartiers de Port-au-Prince, j'ai d'abord vécu à Cité-Soleil, j'ai vécu à Martissan, enfin j'ai vécu un peu partout à Port-au-Prince, au centre-ville, etc. Ces éléments d'écriture de ces lieux reviennent forcément dans l'écriture. Mais je n'ai pas vécu qu'avec des lieux, j'ai vécu aussi avec des gens.
Forcément, je m'en inspire, pour dire très simplement et pour faire court. Mais en faire un objet littéraire, c'est essayer de donner une existence à soi, quelque chose qui peut exister indépendamment de Fredo ou de Samy, même si on verrait les deux personnages discuter comme l'aurait fait Fredo ou Samy. Donc, effectivement, on ne peut pas grand-chose contre son enfance, il me semble, quand il s'agit de se raconter. C'est presque une source vers laquelle on a tendance à revenir, ce qui est d'ailleurs le cas pour Belliqueuse Louis Saint dans le roman qui va faire un long voyage à pied pour repartir dans son lieu natal, dans sa province natale, ce qui est aussi son cas par le fait qu'elle va se ressouvenir de toutes les leçons apprises à l'école quand elle va péter les plombs, quand elle va devenir quasiment folle. Donc, on revient à l'enfance, on revient à soi-même, même quand on a l'impression de s'en écarter. Et je pense que Rapatrié ne fait pas exception à cette règle. Je ne m'en défends pas du tout d'ailleurs. Bien entendu, comme je demeure, comme j'insiste sur le fait que la littérature doit nous désolidariser de nos conditions sociales, économiques, historiques, etc., doit faire de nous quelqu'un qui peut aller vers une communauté d'empathie, je pense que ces éléments de mon enfance ne sont pas figés. C'est-à-dire ne sont pas une sorte de costume de fer dans lequel ne pourraient pas entrer d'autres personnes. Sinon, le lecteur qui n'a jamais vécu ma vie d'enfance n'aurait pas pu entrer dans le livre. Et de fait, ils le font, enfin, il me semble. Mais oui, effectivement, l'enfance revient. Effectivement, ces messieurs qui font une espèce de joute oratoire doivent bien devoir quelque chose aux nombreuses joutes oratoires que j'ai dû livrer dans ma vie. Ouais, tu sais, Néhémie, le thème m'inspire énormément et me rappelle l'introduction d'un cours, une leçon inaugurale, comme on le dit, pour le système des écoles normales, à proprement parler, que faisait notre ancien professeur et directeur, Bérard Senatus, sur Rousseau. Il introduisait cette leçon inaugurale, je me répète, en nous interrogeant ou en nous invitant à nous interroger sur ce qui peut faire que quelqu'un écrive sur lui-même. Rousseau, c'est les rêveries du promeneur solitaire, Rousseau, c'est les confessions et d'autres œuvres, ou un peu comme à la Lyoto, vous savez qu'il y a un écrivain que j'affectionne énormément, Paul Léoto, qui a écrit mais vraiment des tonnes de pages sur lui-même. Je fais le lien avec quelque chose qui est donc l'autobiographie, si tu veux, ou précisément le biographisme, que fait intervenir Léon-François Hoffmann dans son travail de critique littéraire, précisément dans la littérature d'Haïti, à propos des femmes haïtiennes qui écrivent. Il estime que la majorité des premiers textes littéraires proposés par les femmes haïtiennes qui écrivent s'inscrivent toujours dans le cheminement du biographisme ou de l'autobiographisme, si l'on peut dire. Est-ce que dans ce sens-là, la révélation néhémienne, si tant est qu'il peut y en avoir, a quelque chose, aurait partie liée avec ce qu'en dit Hoffmann, sans vouloir te féminiser comme écrivain, évidemment. Est-ce que cela aurait rapport, à ton avis, à cette forme possible de révélation? Non, attends. Est-ce que la question, c'est est-ce que je suis une femme? Pas du tout. La question est de savoir si, dans une certaine mesure, dans la mesure où, précisément, la lecture de Hoffmann tient, à certains égards, demeure pertinente, est-ce que tu te retrouves par rapport à la révélation que tu ferais de soi dans cette lecture hoffmannienne qui considère donc que la littérature, au début, la littérature des femmes haïtiennes a toujours peu ou prou partie liée avec une certaine révélation de soi que l'on va appeler biographique ou autobiographique? Oui, la révélation d'un rapatrié n'est pas... enfin, c'est ce qu'on pourrait appeler une révélation inévitable, hein, qui est même assez éloignée du biographisme, de l'autobiographique, de l'autofiction, qui est une façon de faire de la littérature que je ne connais pas beaucoup, j'en ai lu. Je sais que tu affectionnes particulièrement l'autofiction, mais c'est encore une différence entre nous qui a sa source et sa souche théorique. C'est pas ma littérature.
Je ne cite jamais un auteur d'autofiction parmi mes auteurs préférés. Donc, autant sur la remarque de Léon-François Hoffmann que sur la révélation de soi très directement faite, supposément, par une certaine littérature féminine, je n'aurais pas grand-chose à dire. Après, si effectivement je dois dire que je sois une femme ou pas, un petit peu, je suppose comme tout le monde. Merci Néhémie. Avant de mettre un terme à cet échange, il y a une question qui m'intéresse et que je ne peux ne pas te poser. Aujourd'hui, on parle énormément du fait de catégoriser les écrivains. Il y a ce que l'on appelle les écrivains haïtiens, les écrivains de la diaspora, les écrivains africanais, les écrivains européens, français, etc. En écrivant notamment ce livre, parce qu'il faut rappeler au public qu'à part Rapatrié, Néhémie avait déjà antérieurement écrit des livres, je pense précisément à Mosépar. Et est-ce que tu te sens écrivain haïtien à proprement parler? Est-ce que c'est une étiquette qui peut être accolée de façon légitime? Comment tu te débats, tu te démènes avec cette attribution, si l'on peut dire? Je me sens écrivain haïtien seulement quand c'est moi qui le dis. Très bien. Dès que c'est quelqu'un d'autre qui le dit, je ne suis plus d'accord. Ça ne me va plus du tout. Parce que il faut éviter les assignations à résidence quand on essaie justement de parler de communauté empathique qui pourrait concerner tout le monde. Et voilà. C'est ça la réponse à cette assignation qui revient à chaque fois et sur laquelle on est censé se... D'ailleurs, si je n'étais pas avec toi, là, Ralph Jean-Baptiste, en Haïti, dans Café Philo, j'aurais même pu ne pas répondre à cette question parce qu'il y a des batailles dont la meilleure façon de les gagner, c'est de ne pas les mener. C'est-à-dire, le temps qu'on passe à dire que je ne veux pas qu'on dise de moi que je suis qu'un écrivain haïtien, c'est autant de temps qu'on passe à ne pas être un écrivain tout court. Merci Néhémie pour cet échange stimulant. J'en profite pour rappeler avant la pause que Néhémie Pierre Dahomey a écrit un roman, Rapatrié, paru en janvier 2017 chez Seuil. Le livre est disponible en Haïti depuis environ 6 ou 7 mois. Il est disponible à la librairie La Pléiade et probablement dans d'autres endroits. Et si on veut le lire, on peut aller, par exemple, dans des bibliothèques. Je pense au Centre culturel Araka, je pense à la bibliothèque Monique Calix de la Focale. Et donc, c'est l'occasion de vous procurer le livre, de le chercher, de le trouver et de le lire pour pouvoir, pourquoi pas, continuer à discuter de Rapatrié, qui est, pour ce soir, à Café Philo, un prétexte pour parler de littérature, mais précisément d'écriture et de révélation, et de ce qui s'ensuit quand on parle de ça, du statut donc de l'écrivain. Nous allons maintenant faire une pause, comme toujours, à ce moment-là, et ce soir à Café Philo, en vous invitant à écouter une chanson. Il s'agit de I Got No, I Got Life de Nina Simone. Merci d'écouter, nous vous revenons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes heureux à nouveau de vous retrouver pour cette énième édition de Café Philo où nous avons comme prétexte, comme tous les mardis soirs, une thématique. Écrire et se révéler, quel statut pour l'écrivain? Puisqu'il s'agit d'un prétexte et puisqu'il est question d'une thématique, il faut bien qu'il y ait un personnage. On va appeler ça un auteur, un écrivain, un personnage littéraire à proprement parler. Et nous arrivons au stade où, à Café Philo, l'échange est possible entre l'intervenant et le public. Puisque nous avons suffisamment parlé avec Néhémie de sa manière à lui de concevoir la révélation et comment ça débouche sur la modification du statut d'écrivain, puisqu'avec lui aussi, on a parlé de la communauté d'entité, la communauté d'empathie, pardon, qui se noue à partir de ce partage de l'auteur et du lecteur, puisque la littérature est en même temps quelque chose qui fait signe sous une forme ou sous une autre vers la réflexion.
vers une forme d'intelligibilité commune, nous ne pouvons mieux faire que d'éviter, pour agrandir l'espace de ce débat, le public que vous êtes ce soir, à échanger avec l'auteur. Ce soir, exceptionnellement, nous avons une seule série de questions et nous en profitons pour citer les noms de nos amis qui vont devoir poser ces questions. Il s'agit donc de Samy Janvier, de Gustave Yves-Marie, de Priméwood Pierre Franzi et enfin de Rubens Augustin. Les consignes sont les mêmes, respect à l'égard de l'intervenant et vice-versa. Soyons brefs, soyons dans le temps, en d'autres termes, et faisons en sorte que le café philo soit possible jusqu'à la fin. Merci de vous exécuter comme convenu. Merci beaucoup, Ralph Jean-Baptiste et Néhémie Pierre Daromé pour ce débat. Et c'est-à-dire que je n'étais pas sur le plateau, mais je me sentais tellement concerné par ce débat. Et si tant est que certaines choses me sont venues à l'esprit, et par exemple, nos années à l'école normale supérieure, nos échanges en tant qu'amis, et en même temps, ce cours du master de l'école normale supérieure qui disait comment lire la littérature en philosophe. Et c'est à ce moment-là que j'arrive à comprendre... oui, d'Alain Bossan, que j'arrive à comprendre les propos de Ralph. Ralph faisait semblant de poser des questions, mais en réalité, il intervenait aussi à travers ces questions parce qu'il émettait une certaine conception de la littérature. Et c'est à ce cours-là qu'on pourrait mettre cette conception, à savoir une lecture philosophique de la littérature. Alors que je voyais un Néhémie qui était plutôt dans une espèce de culte. Est-ce que je dirais culte, c'est le mot propre? Et si ce n'est pas le mot propre, prends-le pour un mot impropre, de la narration. Une sorte de plaisir textuel. Comme quoi le texte est la seule chose qui importe dans l'acte d'écrire, dans l'acte de faire littérature. Et moi, je partirais plutôt d'une phrase de Roland Barthes qui disait « La naissance de tout lecteur doit se payer la mort de l'auteur ». À ce titre-là, je dirais que est-ce que vous pensez qu'il y a une impossibilité du genre? Avoir votre intervention, surtout à propos des questions de Ralph, est-ce qu'il y a une impossibilité du genre? Est-ce qu'il y a pratiquement une impossibilité d'entrer dans la littérature si on ne doit pas considérer, comme je dirais, et comme je le ferais par exemple en tant que journaliste et professionnel, lecteur professionnel, à partir des clés romanesques? Est-ce que tout cela, tout ce qu'on a étudié à l'école normale et en lettres modernes, est-ce que c'était du blablabla? Est-ce que c'était du temps perdu? C'était là ma question. Merci. Bonsoir. Je réponds au nom de Gustave Yves-Marie. Je suis un aspirant philosophe. En fait, ma question est simple. En fait, on n'écrit pas pour écrire. On écrit pour faire passer un message, pour parler de soi-même. Mais en fait, quel est le plus grand objectif d'un écrivain? Merci. Bonsoir. Ma question est la suivante. Mais avant tout, j'aimerais te féliciter pour ton intervention. C'était vraiment chaleureux et très pétillant. Oui, disons, quel conseil pourrais-tu donner à un jeune écrivain ou un aspirant en écrivain? Disons, un ami des belles lettres. Bon, je salue l'auditoire et je salue spécialement les intervenants. Et ma question, c'est un peu... Bon, je ne sais pas si ce serait difficile à répondre, mais je vois que vous mettez beaucoup l'accent sur ce qu'on appelle l'œuvre de la création, alors que vous avez parlé de la description. Est-ce qu'on peut parler de l'œuvre de la création dans le cas de la description? Et si on crée dans la description, qu'est-ce qu'on crée? Alors, c'est ma question. Ensuite, je vois que Ralph a parlé de la communauté des valeurs.
Et vous avez dit que vous n'avez pas dit communauté de valeurs, vous dites de préférence c'est communauté d'empathie. Quelle serait la différence entre communauté de valeurs et communauté d'empathie? Ça suscite mon attention. Bien, merci pour ces questions très pertinentes. Les unes aussi belles que les autres. Je répondrai dans un ordre assez improvisé. J'ai assez peu de temps. Je répondrai d'abord à Primé Franzi, que je remercie d'ailleurs. Quel conseil donner à un jeune auteur ou à un jeune qui veut devenir auteur? Alors, il y a une méthode infaillible, me semble-t-il, pour écrire, qui consiste à s'asseoir et à écrire. Je n'en connais pas énormément d'autres. Par conséquent, à part le fait de lire beaucoup, par plaisir, parce que finalement les livres naissent des livres, je pense que écrire est le meilleur moyen de parvenir à l'écriture. Le plus grand objectif d'un écrivain, en ce sens, et Gustave Yves-Marie, serait justement de persister dans son être et de toujours trouver à écrire, c'est-à-dire de toujours pouvoir se dépasser, il me semble. Mais tout modeste étant ma situation d'auteur, et tout modeste peut être proportionnellement la situation de n'importe quel auteur, il est difficile de parler au nom de tous les écrivains, c'est-à-dire chacun a son propre objectif. Et on reconnaît son objectif en fonction de l'œuvre qui est dessinée. Dans mon cas, dans le cas de Rapatrié, j'espère vraiment que l'œuvre se justifie elle-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas à me poser la question, après avoir lu le roman, pourquoi as-tu écrit ce livre? Si quelqu'un me demande pourquoi as-tu écrit ou pourquoi avez-vous écrit ce livre, surtout si c'est quelqu'un qui a lu le roman, je prendrai cette question, sinon pour un échec, du moins pour un mal à vie, parce que je pense qu'un livre, surtout un livre de littérature, est très contingent, mais doit répondre d'une nécessité interne, de sa propre nécessité. En lisant, on découvre pourquoi le livre était nécessaire. La question de Samy, à savoir, déjà, sa remarque par rapport à la réflexion de Barthes sur la naissance du lecteur et la mort de l'auteur, qui induit effectivement la réflexion sur la possibilité ou l'impossibilité des genres littéraires, est tellement complexe que je me permets de vous, frustrer en vous disant que ce sera encore un débat entre Samy et moi pour les 10 prochaines années et vous ne serez même pas là. Donc, je vais essayer quand même de vous contenter, amis d'ici et derrière leur écran, en disant seulement à Samy que personnellement, je reste assez attaché, presque par respect, et c'est presque une concession que je fais devant vous, par le fait des genres littéraires. C'est-à-dire, je suis assez content de savoir qu'il y a plusieurs entrées possibles, entrées formelles en littérature, que ces entrées s'appellent genre ou pas. C'est-à-dire, je suis assez content de savoir que quand je produis un roman, je ne me donne pas à moi-même les mêmes exigences que quand j'essaie d'écrire une nouvelle. Ça me fait plaisir, peut-être que ça me rassure. Alors, c'est presque une concession, hein, parce que, effectivement, ce n'est pas la période, il me semble, pour le dire. Il me semble qu'on dit le plus souvent l'inverse. Le romantisme étant passé par là, le nouveau roman aussi. Mais on approfondira ce débat, si tu le permets, Samy, comme on ne sait que le faire, évidemment. Et puis, bon, dernière question. Tonton pas dit non là. Monsieur Vincolé, comment monsieur est? Rubens Augustin. Rubens Augustin. Description peut-elle être création? Oui. Mais d'une manière tellement belle que la question reprend et reflète cette grande beauté. Dans toute la période classique, très archétypale, platonicienne. Différence et répétition. Voilà. C'est-à-dire, Rubens, même une photographie peut relever et de fait relève de la création. C'est-à-dire, il n'y a pas art et se basant peut-être apparemment d'ailleurs plus sur la description que la photographie, parce qu'il s'agit de rendre, il s'agit de rendre à peu près telle qu'elle la prise.
Description et création, parce que description n'est jamais description. Vraiment, ce n'est pas rhétorique que de le dire. Description est toujours un regard sur quelque chose. C'est-à-dire, le café philo de ce soir, rapporté par chacun ici présent, sera un café philo et à la hauteur du point de vue de chacun. Le même café philo de ce soir. Et même les téléspectateurs ne sont pas en train de regarder exactement le même café philo, suivant qu'ils sont en train de prendre un café, de boire un verre, vous comprenez l'idée. Donc, description peut être création, au point que description est presque toujours création. Il est même presque impossible de faire l'inverse. Et puis, communauté de valeurs et communauté d'empathie, c'est un long débat entre Ralph et moi, encore une fois. C'est là que je vous refrustre à nouveau, vous disant que ça va continuer pendant des années, vous ne serez même pas là. Parce que les valeurs, je sais que Ralph, surtout autour de Café Philo depuis quelques années, même avant, depuis que je connais Ralph, chérit beaucoup la valeur de l'amitié, qu'il définit à sa manière avec de la mémoire, etc. Mais je sais que aussi, moi-même, je chéris beaucoup l'empathie, c'est-à-dire qui est une forme d'amitié presque sans connaissance. Presque... J'ai l'impression que vous ne pouvez pas même comprendre parce que j'ai l'impression que ça trop même avant. Ouais. Donc, communauté de valeurs, on peut en reparler, mais communauté d'empathie, c'est une façon pour moi de fixer un horizon à la place ou au rôle, entre guillemets, de la création littéraire. Parce que comme je le dis, la création littéraire désolidarise les gens de leurs conditions sociales, économiques, etc., historiques, pour une raison très simple. Vous lisez un livre ou vous regardez un film qui se passe ou qui se déroule pendant le 19e siècle belge, que sais-je encore, français ou congolais, vous êtes ému avec les personnages. Il y a une empathie qui passe quand même. Donc, vous êtes désolidarisé de votre condition historique, de votre condition sociale, pour arriver à avoir de l'empathie, pour arriver à sympathiser. Et cet horizon qui fixe quelque chose pour l'écrivain m'est très cher. Et jusque-là reste très différent de la communauté de valeurs. Voilà pourquoi j'estime que ce soir, on a été pas mal en symbiose, et de vous à moi, dans la salle, et des téléspectateurs à nous tous qui sommes ici présents. Je vous remercie de vos belles questions. Si je peux me permettre une remarque sur la question de Samy, je dirais simplement qu'elle me rappelle un débat qui s'est engagé il y a une trentaine d'années entre Kate Millett et quelques essayistes, quelques critiques, à l'occasion de la parution de son livre qui s'appelle Sexual Politics, qui a été traduit en français sous le titre Politique du mal, que m'a généreusement offert Maître Jenny Sterling, qui est dans la salle, que je salue pour ça, où elle étudie des auteurs américains et essaie de voir, par exemple, chez Miller ou chez Bukowski et tant d'autres, dans quelle mesure ces auteurs décrivent des situations qui mettent à mal le sexe féminin et donc s'inscrivent dans une posture, on va dire, machiste ou sexiste à proprement parler. Je pense que c'est une question, Samy, qui est très intéressante et qui peut faire énormément de débat sur si l'on veut éviter d'entrer de jeu cette manière de voir la chose en disant que quand on est auteur, on n'est pas forcément genré, on n'a pas de genre. On l'a assez dit, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de débat dessus. Dans une autre logique herméneutique, je pense que c'est une question qui peut être reprise. Et une des réponses de Néhémie me fait penser à Dipesh Chakrabarty, qui écrit un livre formidable qui s'appelle « Provincialiser l'Europe », où il propose, et c'est ça mon idée, et c'est ce que je pense que les écrivains haïtiens devraient encourager. Il propose ce que Stéphane Zweig appellerait la confusion des genres, autant de possibilités de genre, autant de possibilités de faire de la littérature. Il n'est pas concevable qu'aujourd'hui, nous croyons qu'un écrivain haïtien, prix Nobel,
est un écrivain haïtien. Un écrivain haïtien, prix Nobel, c'est un écrivain haïtien, prix Nobel de l'Académie haïtienne, créole haïtienne. C'est un écrivain reconnu par tellement d'autres institutions pour son travail. Il nous faudrait énormément de temps pour discuter de tout cela. Ce sont des perspectives, à la limite, comme j'aime le dire, ce sont des chemins comme Heidegger qui ne mènent nulle part, mais qui valent la peine d'être empruntés. Merci à notre bon ami Néhémie Pierre Dahomey, qui nous fait honneur, il faut le signaler aussi, parce que nous nous sentons concernés par l'écriture de ce livre, d'avoir écrit ce livre pour parler, je m'entête à le croire, à la limite de nous, pourquoi ne pas le dire, et pour cheminer, pour continuer à cheminer dans l'existence. Merci à ce beau public de Café Philo qui était venu assister, qui était venu rendre ce prétexte possible. À mardi prochain, comme vous le savez, pour un autre Café Philo, il sera toujours question de prétexter pour continuer à persévérer dans l'existence. Merci. En bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même butin, c'est même butin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout butin brûlé, faut non fin calculer. Faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais.